Ma fille a refusé de venir à Noël depuis 5 ans. Quand j'ai trouvé les lettres qu'elle m'envoyait, cachées par mon mari, j'ai compris que l'homme que j'avais aimé pendant 48 ans était un monstre. « Maman, pourquoi tu me détestes autant ?» Cette phrase, ma fille Nathalie me l'a criée au téléphone il y a 5 ans. Et moi, je n'ai jamais compris pourquoi. Pendant 5 ans, je me suis endormie chaque soir en me demandant ce que j'avais fait de mal. Pendant 5 ans, j'ai regardé son numéro dans mon téléphone, sans oser l'appeler. Pendant 5 ans, j'ai pleuré en silence, persuadée que ma propre fille m'avait abandonnée. Je m'appelle Monique Dessart. J'ai 72 ans. Et ce que je vais vous raconter m'a brisé le cœur 2 fois. Une première fois quand j'ai cru que ma fille m'avait rejetée. Une deuxième fois quand j'ai découvert la vérité. Tout a commencé il y a 3 mois, le jour où j'ai enterré mon mari Raymond, après 48 ans de mariage. Ce jour-là, sous la pluie de novembre, devant sa tombe fraîche, je pleurais l'homme que je croyais connaître. L'homme avec qui j'avais tout partagé. L'homme qui, pendant 5 ans, m'avait volé ma fille, sans que je le sache. Raymond est mort un mardi matin, dans notre lit, à côté de moi. Je me suis réveillée à 7 heures, comme d'habitude. J'ai tendu la main vers lui, pour le secouer doucement, comme je le faisais chaque matin depuis presque 50 ans. « Raymond, le café est prêt. » Mais sa peau était froide. Son visage était paisible, presque souriant. Une crise cardiaque dans son sommeil, a dit le médecin qui est venu constater le décès. Il n'a pas souffert, madame. C'est une belle mort. Une belle mort. Je me souviens avoir pensé que c'était une expression étrange. Est-ce qu'une mort peut être belle? Est-ce qu'on peut qualifier de belle la fin d'une vie, même si elle survient sans douleur? Moi, j'ai souffert pour 2. Les heures qui ont suivi sont floues dans ma mémoire. Je me souviens des ambulanciers qui sont venus chercher le corps. Je me souviens des voisins qui sonnaient à la porte, avec des mines désolées. Je me souviens du téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Mais je ne me souviens pas avoir pleuré. Pas tout de suite. J'étais comme engourdie, comme si mon cerveau refusait d'accepter ce qui venait de se passer. Nous vivions dans notre petite maison de Rouen depuis 35 ans. Une maison avec un jardin, des roses que Raymond taillait chaque printemps avec une précision maniaque, et une chambre d'enfant transformée en bureau depuis longtemps. La chambre de Nathalie, ma fille unique, mon bébé, celle qui ne m'appelait plus depuis 5 ans. Le jour de l'enterrement, j'ai regardé les visages autour de moi, des voisins avec leurs parapluies noirs, des anciens collègues de Raymond qui murmuraient des condoléances, quelques cousins éloignés que je n'avais pas vus depuis des années. Mais pas Nathalie. Je lui avais envoyé un message pour lui annoncer la mort de son père. 3 lignes. « Papa est décédé ce matin. L'enterrement aura lieu vendredi. Je comprendrai si tu ne veux pas venir. » Elle n'avait pas répondu. Je me suis dit, en regardant le cercueil descendre dans la terre. Même pour ça, elle ne vient pas. Même pour l'enterrement de son père, elle refuse de me voir. Qu'est-ce que je lui ai fait de si terrible pour qu'elle me haïsse à ce point? Mon cœur saignait, mais je ne pleurais plus. J'avais épuisé mes larmes pour elle depuis longtemps. Depuis cette conversation téléphonique, il y a 5 ans, où elle m'avait raccroché au nez en me traitant de menteuse. Depuis ce jour où j'avais compris, ou cru comprendre, que ma fille ne voulait plus de moi dans sa vie. Après la cérémonie, les gens sont venus me serrer la main, m'embrasser, me dire des mots vides. Il était si gentil, votre Raymond. Vous avez été un beau couple. 48 ans de mariage, c'est rare de nos jours. Courage, Monique. Le temps guérit tout. Courage. Comme si le courage suffisait quand on se retrouve seul à 72 ans.
sans mari et sans fille, comme si le temps pouvait guérir la blessure d'une mère abandonnée par son enfant. Le soir, quand tout le monde est parti, je me suis assise dans le salon. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Le fauteuil de Raymond, vide. Sa tasse à café sur l'étagère, celle avec l'inscription « Meilleur papa du monde », que Nathalie lui avait offerte quand elle avait 10 ans. Je me souviens du jour où elle la lui avait donné un. C'était pour la fête des pères. Elle avait économisé son argent de poche pendant des mois pour l'acheter. Raymond avait souri, l'avait embrassée sur le front et avait dit « Je la garderai toujours ». J'ai regardé cette tasse et j'ai pensé « Meilleur papa du monde ». Vraiment? Est-ce qu'un bon père laisse sa fille s'éloigner sans se battre? Est-ce qu'un bon père accepte de ne plus voir ses petits-enfants pendant 5 ans? Parce que Raymond avait changé ces dernières années. Il était devenu dur, distant, surtout quand je parlais de Nathalie. Chaque fois que je mentionnais son nom, il se fermait comme une huître. « Arrête de pleurer pour elle », me disait-il avec cette voix froide qu'il avait adoptée. « Elle a fait son choix. Elle ne veut plus de nous. » C'est clair comme de l'eau de roche. Et moi, stupide, naïve, je le croyais. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. De quelle ville? De quel pays? Écrivez-le-moi en commentaire. J'aimerais savoir qui partage ce moment avec moi, qui m'accompagne dans ce voyage douloureux, à travers mes souvenirs. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut que je vous parle de ma vie d'avant, de la vie que j'avais construite avec Raymond et de la fille que nous avions élevée ensemble. Raymond et moi, nous nous sommes rencontrés en 1975. J'avais 24 ans. Il en avait 27. Il travaillait comme comptable dans une entreprise de textile, une de ces grandes usines normandes qui faisaient la fierté de la région à l'époque. Moi, j'étais secrétaire dans la même entreprise. Je tapais des lettres à la machine, je classais des dossiers, je répondais au téléphone. Un travail modeste mais honnête. Raymond m'a remarqué un jour à la cantine. Je mangeais seule, comme d'habitude, en lisant un roman. Il s'est approché avec son plateau et m'a demandé si la place en face de moi était libre. J'ai levé les yeux de mon livre et j'ai vu un homme grand, bien habillé, avec des yeux bleus très clairs et un sourire un peu timide. Il m'a offert un café après le repas, puis un autre le lendemain, puis un autre encore. 3 mois plus tard, nous étions fiancés. Raymond était un homme sérieux, travailleur, un peu rigide peut-être, mais fiable. C'est ce que tout le monde disait de lui. Fiable. On pouvait compter sur Raymond. Il arrivait toujours à l'heure. Il tenait toujours ses promesses. Il ne buvait pas. Il ne fumait pas. Il ne haussait jamais la voix. Mon père l'adorait. Celui-là, il ne te décevra jamais, m'avait-il dit le jour de notre mariage. Tu as trouvé un homme bien, ma fille. Garde-le. Je l'ai gardé. Pendant 48 ans. Nous avons eu Nathalie en 1980. Une petite fille aux cheveux bruns et aux yeux verts, comme les miens. Elle était magnifique dès le premier instant. Je me souviens de la première fois où je l'ai tenue dans mes bras, à la maternité. Elle était si petite, si fragile. Et elle avait ouvert les yeux et m'avait regardée. Et j'avais su, à cet instant précis, que je donnerais ma vie pour elle, que je ferais n'importe quoi pour la protéger, pour la rendre heureuse. Elle était tout pour moi. Tout. Raymond l'aimait aussi, à sa manière. Il n'était pas du genre à montrer ses émotions. Pas de câlins, pas de mots doux, pas de « je t'aime » susurré à l'oreille. Ce n'était pas son style. Mais il travaillait dur pour nous offrir une belle vie. Il avait été promu chef comptable,
puis directeur financier. Il gagnait bien sa vie. Il payait les études de Nathalie, ses cours de danse, ses vacances. Il était présent, à sa façon, silencieux, mais présent. Nathalie a grandi. Elle est devenue une jeune femme intelligente, sensible, un peu rêveuse. Elle adorait lire, comme moi. Elle passait des heures dans sa chambre, plongée dans des romans. Elle écrivait aussi des poèmes, des nouvelles, des histoires qu'elle me lisait parfois le soir. « Tu as du talent, ma chérie », lui disais-je. « Tu devrais continuer. » Elle a fait des études de lettres à l'Université de Paris. Elle voulait devenir professeure de français. Enseigner la littérature à des adolescents, leur transmettre sa passion pour les mots. Raymond n'était pas content. « Professeur, ce n'est pas un vrai métier », disait-il en fronçant les sourcils. Elle aurait dû faire du droit ou de la médecine. Quelque chose de sérieux, quelque chose qui rapporte. Mais moi, je la soutenais. « Laisse-la vivre sa vie, Raymond », lui disais-je. « Elle est heureuse. C'est ce qui compte, non ?» Il haussait les épaules et changeait de sujet. Il n'aimait pas qu'on le contredise, Raymond. Il n'aimait pas perdre le contrôle de la conversation. Et puis, il y a eu Marc. Nathalie l'a rencontré pendant ses études. Ils étaient dans la même résidence universitaire, au quartier latin. Marc était étudiant en arts plastiques. Un garçon doux, créatif, passionné. Il avait les cheveux longs, des vêtements un peu bohèmes, et des yeux qui brillaient quand il parlait de peinture. Quand Nathalie nous l'a présenté, j'ai tout de suite vu l'amour dans ses yeux. Elle brillait quand elle le regardait. Elle rayonnait. Moi, j'étais heureuse pour elle. J'avais trouvé Marc charmant, un peu timide peut-être, mais sincère. Il regardait ma fille comme si elle était la 8e merveille du monde. Et elle le regardait de la même façon. Raymond, lui, a détesté Marc dès le premier instant. Je me souviens de ce premier dîner. Nathalie avait insisté pour nous présenter Marc à la maison. Chez nous, à Rouen. Elle avait dit que c'était important pour elle, que Marc comptait beaucoup, qu'elle voulait notre bénédiction. J'avais préparé un rôti de bœuf, son plat préféré. La table était mise avec la belle vaisselle, celle qu'on sortait pour les grandes occasions. Marc était arrivé avec un bouquet de fleurs pour moi et une bouteille de vin pour Raymond. Il avait serré la main de mon mari avec respect. Il avait complimenté la maison. Il avait posé des questions polies sur notre vie, notre travail, notre région. Il faisait des efforts. Ça se voyait. Il voulait faire bonne impression. Mais Raymond ne lui a pas laissé la moindre chance. Tout au long du dîner, il a posé des questions pièges, des questions humiliantes. « Alors, Marc, vous êtes artiste, c'est ça? Et vous comptez vivre de quoi exactement? De l'air du temps? Vous avez déjà vendu un tableau? Non? Ah! Et vos parents, ils font quoi dans la vie? Votre père est ouvrier? Je vois. » Nathalie me lançait des regards suppliants. « Papa, s'il te plaît. » avait-elle murmuré à un moment. « Quoi? » avait répondu Raymond avec un air innocent. « Je pose juste des questions. C'est normal de vouloir connaître le garçon qui fréquente ma fille, non? » Marc avait encaissé sans broncher. Il avait répondu calmement à chaque question, sans se laisser déstabiliser. À la fin du dîner, il avait remercié pour le repas et avait dit « Monsieur Dessart, je comprends vos inquiétudes, mais je vous promets que j'aime votre fille et que je ferai tout pour la rendre heureuse. » Raymond n'avait rien répondu. Il s'était contenté de hausser les sourcils avec un air méprisant. Cette nuit-là, après le départ de Nathalie et Marc, Raymond et moi avons eu notre première vraie dispute à propos de notre fille. Un artiste avait-il craché avec dégoût? Un peintre? Et il compte vivre de quoi? De ces croûtes que personne n'achète? Raymond, il est jeune. Il débute. Donne-lui une chance. Une chance?
Pour qu'il entraîne notre fille dans la misère? Pour qu'elle finisse à élever des enfants dans un studio miteux, pendant que monsieur barbouille d'étoiles dans un coin? Tu exagères. Nathalie est intelligente. Elle sait ce qu'elle fait. Non, justement, elle ne sait pas. Elle est aveuglée par ce qu'elle croit être de l'amour. Mais l'amour ne paie pas les factures. Monique, l'amour ne met pas de nourriture sur la table. J'avais essayé de le raisonner, mais c'était peine perdue. Raymond avait décidé que Marc était un bon à rien, et rien ne pourrait le faire changer d'avis. Les mois ont passé. Nathalie et Marc se sont installés ensemble à Paris, dans un petit appartement du 11e arrondissement. Elle avait terminé ses études et trouvé un poste d'enseignante dans un collège de banlieue. Marc vendait ses tableaux dans des galeries, pas beaucoup au début, quelques centaines d'euros par-ci par-là, mais ils progressaient. Ils étaient heureux. Quand je leur rendais visite, seul parce que Raymond refusait de venir, je voyais leur bonheur. Leur appartement était petit mais lumineux, rempli de tableaux de Marc, de livres de Nathalie, de plantes vertes sur les rebords de fenêtres. Ils riaient ensemble, ils se tenaient la main, ils se regardaient avec tendresse. C'est ce que l'amour devrait être, pensais-je en les observant. C'est ce que Raymond et moi n'avons jamais vraiment eu. Et puis, en 2015, Nathalie nous a annoncé qu'elle était enceinte. J'étais folle de joie. Un petit enfant, mon premier petit enfant. J'avais tellement rêvé de ce moment. J'imaginais déjà les promenades au parc, les histoires lues le soir, les gâteaux préparés ensemble, les câlins, les rires. Raymond, lui, n'a rien dit quand Nathalie nous a annoncé la nouvelle. Son visage était fermé, dur, comme taillé dans la pierre. Quand elle est partie ce soir-là, radieuse, la main posée sur son ventre encore plat, je me suis tournée vers lui. « Tu n'es pas content ?» Il m'a regardé froidement. « Content de quoi? Qu'elle ait un enfant avec ce raté? » Raymond, Marc n'est pas un raté. Il travaille. Il peint des croûtes que personne n'achète. Et maintenant, ils vont avoir un enfant qu'ils ne pourront pas élever correctement. Tu trouves ça bien, toi? J'ai senti la colère monter en moi. Une colère que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'est notre fille, Raymond. C'est notre petit enfant. Tu pourrais au moins faire semblant d'être heureux pour elle. Il s'est levé et a quitté la pièce sans un mot. Il faisait toujours ça quand il ne voulait pas poursuivre une conversation. Il partait. Il me laissait seule avec mes questions, mes frustrations, mes doutes. Le bébé est né en mars 2016. Un petit garçon, Lucas. Nathalie m'a envoyé des photos par message, des dizaines de photos. Lucas à la maternité, enveloppé dans une couverture bleue. Lucas dans les bras de Marc, qui pleurait de joie. Lucas dormant paisiblement, les poings fermés contre ses joues. Il était magnifique. Des petits yeux verts, comme sa mère, comme moi. J'ai voulu aller le voir immédiatement. J'ai proposé à Raymond de prendre le train pour Paris. « Je n'irai pas », a-t-il répondu sans lever les yeux de son journal. « Alors j'irai seul. » Il a posé son journal et m'a regardé. Son regard était froid, presque menaçant. Une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. « Tu fais ce que tu veux, Monique. Mais si tu vas là-bas, ne compte pas sur moi pour t'attendre. » Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce que ça signifiait? Ne pas m'attendre? Qu'il allait me quitter si j'allais voir ma fille et mon petit-fils? C'était absurde. C'était impossible. Mais Raymond avait toujours eu ce pouvoir sur moi. Celui de me faire douter, de me faire peur. Celui de me faire croire que sans lui, je n'étais rien. Que sans lui, je ne survivrais pas. Je ne suis pas allée voir Lucas. J'ai appelé Nathalie pour m'excuser. « Je viendrai bientôt, ma chérie.
lui ai-je dit d'une voix que j'espérais convaincante. C'est juste que ton père, il a beaucoup de travail en ce moment. On viendra ensemble plus tard, d'accord? Je comprends, maman, a-t-elle répondu. Mais sa voix était triste. Une tristesse que je n'avais pas remarquée sur le moment, trop occupée à me trouver des excuses. Les mois ont passé. Je n'allais toujours pas. Raymond trouvait toujours une excuse. Et moi, lâche que j'étais, je les acceptais. On a des travaux à faire dans la maison. Je ne me sens pas bien, j'ai mal au dos. Le train coûte trop cher. On économise pour les vacances. Des excuses, des mensonges, des prétextes pour ne pas affronter la réalité. Et puis, un jour, Nathalie a arrêté d'appeler. Au début, je ne m'en suis pas rendu compte. J'étais tellement habituée à notre routine, nos petits échanges de messages, nos appels hebdomadaires du dimanche. Et puis, une semaine sans nouvelles, puis 2, puis 1 mois. J'ai commencé à m'inquiéter. J'ai essayé de l'appeler. Pas de réponse. J'ai laissé des messages sur son répondeur. « Ma chérie, c'est maman. Rappelle-moi quand tu peux. J'espère que tout va bien. Je t'aime. » Elle ne rappelait pas. « Elle est occupée, » me disais-je pour me rassurer. « Elle a un bébé, un travail, une vie. Elle n'a pas le temps d'appeler sa vieille mère tous les jours. C'est normal. » Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. Une mère sent ces choses-là. Une mère sait quand son enfant souffre, même à des centaines de kilomètres de distance. Un soir, après des semaines de silence, j'ai réussi à la joindre. Elle a décroché à la 5e sonnerie, juste avant que ça bascule sur la messagerie. « Nathalie, ma chérie, comment vas-tu? Ça fait si longtemps que... » « Maman. » Sa voix était froide, coupante comme une lame de rasoir. Je ne l'avais jamais entendue parler comme ça. Pas à moi, pas sa mère. « Je ne comprends pas pourquoi tu m'appelles, » a-t-elle continué. J'étais sous le choc. Comment ça, pourquoi j'appelais? J'étais sa mère. C'était normal d'appeler sa fille. Comment ça? Je suis ta mère. Je voulais avoir de tes nouvelles. Savoir comment va Lucas. Lucas va bien. Pas grâce à toi. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Nathalie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles comme ça? Silence. Puis d'une voix tremblante de colère contenue. Tu sais très bien pourquoi. Non, je ne sais pas. Explique-moi, s'il te plaît. Elle a ri. Un rire amer, douloureux, qui n'avait rien de joyeux. Tu veux que je t'explique? Vraiment? Après toutes les lettres que tu m'as envoyées? Après tout ce que tu m'as dit? Quelles lettres? Nathalie, je ne t'ai envoyé aucune lettre. Arrête, maman. Arrête de mentir. J'en ai assez. J'en ai assez de tes mensonges, de ton hypocrisie. Tu m'appelles pour prendre de mes nouvelles alors que tu m'as écrit que tu regrettais de m'avoir mise au monde. Je suis restée muette, incapable de prononcer un mot. De quoi parlait-elle? Quelle lettre? Je ne comprenais rien. Nathalie, je n'ai jamais écrit ça. Je n'ai jamais. Mais elle ne m'écoutait plus. Ne m'appelle plus, maman. C'est fini. Tu as fait ton choix. Tu as choisi de me rejeter, de rejeter mes enfants, de rejeter ma vie. Eh bien, maintenant, c'est moi qui te rejette. Nathalie, attends. Au revoir, maman. Et elle a raccroché. J'ai rappelé. Pas de réponse. J'ai rappelé encore. Messagerie. Encore. Messagerie. Je me suis effondrée sur le canapé, le téléphone serré contre ma poitrine, et j'ai pleuré. Des larmes chaudes, brûlantes, qui coulaient sans s'arrêter. Ma fille me détestait. Ma fille pensait que je l'avais rejetée, et je ne comprenais pas pourquoi. Ce soir-là, j'ai raconté la conversation à Raymond. J'espérais qu'il m'aiderait, qu'il me consolerait, qu'il m'expliquerait ce qui se passait. Il a haussé les épaules avec indifférence.
Elle devient folle, cette fille. Elle invente des histoires pour te faire culpabiliser. C'est typique d'elle. Elle a toujours été comme ça. Toujours à se poser en victime. Mais elle a parlé de lettres, Raymond. Des lettres que je lui aurais envoyées. Des lettres où j'aurais écrit des choses horribles. Elle ment. Ou elle confond. Ou elle a perdu la tête. Va savoir. Ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas à te sentir coupable. Tu n'as rien fait de mal. C'est elle qui t'a abandonné, pas l'inverse. J'aurais dû insister. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû me battre. Mais Raymond avait cette façon de fermer les discussions, de me faire sentir que j'avais tort de m'inquiéter, tort de douter. Alors j'ai laissé tomber. Et les années ont passé. 5 ans. 5 Noëls sans ma fille. 5 anniversaires sans elle. 5 fêtes des mères, où je restais assise devant mon téléphone silencieux, espérant un message qui ne venait jamais. Raymond me disait toujours la même chose. Elle a choisi son camp. Elle a choisi ce peintre minable. Elle ne veut plus de nous. Oublie-la. Et moi, stupide, naïve, manipulée, j'ai fini par le croire. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez? Quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. 3 semaines après l'enterrement de Raymond, j'ai commencé à trier ses affaires. C'est une tâche terrible, vous savez. Ouvrir les tiroirs d'un mort, toucher ses vêtements qui portent encore son odeur, tenir dans ses mains les objets qu'il a touchés chaque jour pendant des décennies, jeter, garder, donner. Chaque objet est un souvenir, une décision, une douleur. J'ai commencé par les choses faciles. Les vêtements, j'ai tout mis dans de grands sacs poubelles noirs pour les donner à l'association caritative du quartier. Ces costumes impeccables, ces chemises blanches, ces cravates soigneusement rangées par couleur. 48 ans de garde-robe, emballés en quelques heures. C'est étrange comme une vie peut se réduire à quelques sacs en plastique. Les livres, j'ai gardé ceux que j'aimais. Raymond lisait surtout des ouvrages de comptabilité, des manuels d'économie, des biographies d'hommes d'affaires célèbres. Rien qui m'intéressait. Les outils du garage. J'ai appelé un voisin pour qu'il vienne les chercher. Raymond n'avait jamais été très bricoleur, mais il tenait à avoir tous les outils, bien rangés, bien étiquetés, même s'il ne les utilisait jamais. Et puis, il y a eu le bureau. Raymond avait toujours été très protecteur de son bureau. Une petite pièce au fond du couloir, entre la salle de bain et la chambre d'amis. Il y passait des heures chaque soir, enfermé, la porte toujours fermée à clé. C'était son sanctuaire, son domaine privé, un endroit où je n'étais pas la bienvenue. La pièce était simple. Un bureau en bois massif, acheté chez un antiquaire il y a 20 ans. Des étagères remplies de classeurs et de dossiers. Une lampe de bureau verte, une chaise pivotante en cuir. Un ordinateur qu'il n'utilisait presque jamais. Et dans le coin, un classeur métallique gris qu'il gardait toujours fermé à clé. « C'est mes papiers de travail », me disait-il quand je demandais ce qu'il y avait dedans. « Rien d'intéressant pour toi. Des factures, des relevés, des choses administratives. Tu t'ennuierais. » Je n'avais jamais insisté. Raymond était comptable. Les papiers de comptabilité, ça ne m'intéressait pas. Et puis, j'avais confiance en lui. Quelle femme fouille dans les affaires de son mari après 48 ans de mariage? Mais maintenant qu'il était mort, je devais tout trier. Les factures, les relevés bancaires, les documents importants pour la succession, les contrats d'assurance. C'était ma responsabilité. J'ai cherché la clé du classeur métallique. Je l'ai trouvée dans sa table de nuit, attachée à son trousseau, avec les clés de la voiture et celles de la maison. Une petite clé dorée,
toute simple. J'ai ouvert le classeur. Le premier tiroir contenait ce que j'attendais. Des dossiers fiscaux des 10 dernières années, soigneusement classés par date. Des relevés de comptes bancaires, avec nos 2 noms dessus. Des papiers d'assurance vie, des contrats de mutuelle, des garanties d'électroménager. Rien de surprenant, rien d'intéressant. Le deuxième tiroir aussi. Des vieux contrats, des papiers jaunes datant de plusieurs décennies. L'acte d'achat de la maison, notre contrat de mariage, les bulletins de salaire de Raymond depuis les années 80, des archives, des souvenirs administratifs d'une vie entière. C'est dans le 3e tiroir que ma vie a basculé. Il y avait une boîte, une grande boîte en carton blanc, comme celle qu'on utilise pour ranger des chaussures ou des papiers. Elle était lourde, beaucoup plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Je l'ai sortie du tiroir avec précaution. Je l'ai posée sur le bureau de Raymond. J'ai hésité un instant, la main sur le couvercle. Quelque chose me disait que je n'aurais pas dû l'ouvrir. Quelque chose me disait que ce que j'allais découvrir changerait tout. Mais j'ai soulevé le couvercle quand même. Et mon cœur s'est arrêté. Des lettres. Des dizaines de lettres. Des enveloppes blanches, certaines ouvertes, d'autres encore scellées, le papier un peu jauni par le temps, toutes adressées à Madame Monique Dessart, avec notre adresse à Rouen. L'écriture sur les enveloppes, je l'aurais reconnue n'importe où. C'était une écriture ronde, soignée, un peu penchée vers la droite. L'écriture de quelqu'un qui a appris à écrire avec application, qui forme chaque lettre avec soin. C'était l'écriture de Nathalie. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli tout faire tomber. J'ai pris la première lettre de la pile. Le cachet de la poste datait de 2019. Il y a 5 ans. Juste après notre dernière conversation téléphonique. J'ai ouvert l'enveloppe avec des doigts fébriles. J'ai déplié la feuille de papier à l'intérieur. « Maman, je ne comprends pas ton silence. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois depuis notre dispute. Mais tu ne réponds pas. J'ai laissé des messages. Tu ne me rappelles pas. J'ai envoyé des SMS. Tu ne réponds pas non plus. J'ai relu notre dernière conversation des dizaines de fois dans ma tête. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Tu m'as accusé de te mentir, de t'abandonner. Mais c'est toi qui refuses de me parler. C'est toi qui as coupé les ponts. Lucas a dit son premier mot la semaine dernière. Il a dit « Mama ». Tu aurais dû voir son sourire. J'aurais tellement voulu que tu sois là pour l'entendre. J'aurais voulu t'appeler pour te le dire, mais j'avais peur que tu ne décroches pas. Alors je t'écris. S'il te plaît, maman, réponds-moi. Dis-moi ce que j'ai fait de mal. Je suis prête à m'excuser, même si je ne sais pas pourquoi. Je suis prête à tout pour retrouver ma mère. Je t'aime, ta fille, Nathalie. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues, avant même que j'aie fini de lire. Je n'arrivais pas à y croire. Ma fille m'avait écrit. Ma fille m'avait cherché. Ma fille voulait me parler. Et je n'avais jamais reçu cette lettre. J'ai pris une autre enveloppe. 2020. Maman, c'est Noël demain. Je t'ai envoyé un cadeau par la poste. J'espère que tu l'as reçu. C'est un châle en laine, bleu comme tes yeux. Je l'ai choisi en pensant à toi. Marc a peint un tableau pour toi aussi. Un paysage de Normandie avec la mer et les falaises. Parce que tu nous disais toujours que tu aimais la côte. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé entre nous. Je ne comprends pas pourquoi tu refuses de me répondre. Tes lettres me font tellement de mal. Chaque mot est comme un coup de couteau. Mais je n'arrive pas à croire que c'est vraiment toi qui les écris. Ça ne te ressemble pas. La mère que je connais n'aurait jamais dit ces choses. Lucas grandit. Il a 4 ans maintenant. Il est tellement beau, maman. Il te ressemble. Il a tes yeux. Il demande souvent pourquoi il n'a pas de mamie comme les autres enfants. Je ne sais pas quoi lui répondre.
Comment expliquer à un enfant de 4 ans que sa grand-mère ne veut pas le voir? Je t'en supplie, maman. Un mot, un seul, juste pour me dire que tu vas bien. Juste pour me dire que tu ne me détestes pas complètement. Je t'aime, même si tu ne m'aimes plus. Ta Nathalie. J'ai lâché la lettre. Mes mains tremblaient trop pour la tenir. Ma vue était brouillée par les larmes. Elle parlait de mes lettres, des lettres que je lui aurais envoyées, des lettres qui lui faisaient du mal. J'ai fouillé dans la boîte avec frénésie. Il y avait des cartes aussi, des cartes de Noël avec des dessins d'enfants, des sapins et des étoiles. Joyeux Noël, maman. Tu me manques. Des cartes d'anniversaire. Bon anniversaire, maman. J'espère que cette année sera différente. Des photos. Lucas a 2 ans, jouant dans un bac à sable. Lucas a 3 ans, déguisé en pirate pour le carnaval. Lucas a 5 ans, devant un gâteau d'anniversaire, avec des bougies allumées. Et une autre photo, avec un moto-dos. Un bébé, une petite fille aux joues roses, enveloppée dans une couverture violette. Voici Emma, ta deuxième petite fille, née le 3 mai 2021. J'aurais voulu t'annoncer sa naissance de vive voix, mais puisque tu refuses de me parler, je t'envoie cette photo. Elle est magnifique. Elle a les cheveux de Marc et mon nez, et j'espère qu'un jour, tu accepteras de la rencontrer. J'avais une petite fille, une deuxième petite fille, et je ne le savais même pas. J'ai compté les lettres. 53. 53 lettres en 5 ans. 53 appels à l'aide. 53 tentatives de réconciliation. 53 preuves d'amour. Ma fille m'avait écrit 53 fois. Et Raymond avait tout intercepté. Il avait pris le courrier chaque jour, comme il le faisait depuis toujours. La boîte aux lettres était son domaine. Il y tenait. Et quand une lettre de Nathalie arrivait, il la mettait dans cette boîte, dans ce tiroir fermé à clé, loin de mes yeux. Pendant 5 ans, ma fille m'avait cherché. Et pendant 5 ans, je croyais qu'elle m'avait abandonné. Mais ce n'était pas tout. Au fond de la boîte, il y avait d'autres papiers. Des feuilles blanches, tapées à l'ordinateur, imprimées sur notre vieille imprimante. Des copies de lettres. J'ai pris la première, la main tremblante. L'en-tête portait notre adresse. La signature, au bas de la page, disait « Monique Dessart ». Mais ce n'était pas moi qui avais écrit ces mots. « Nathalie, j'ai reçu ta énième lettre pleurnicheuse. Je croyais avoir été claire la dernière fois. Tu as choisi de te marier avec ce raté contre notre volonté. Tu as choisi de nous désobéir, de nous humilier devant toute la famille. Tu as choisi de gâcher ta vie avec un homme qui ne sera jamais rien. Maintenant, assume les conséquences. Ne m'envoie plus de photos de tes enfants. Je ne veux pas les voir. Ils sont le fruit de ton erreur. Ils sont le rappel constant de ton mauvais choix. Ne m'appelle plus. Ne m'écris plus. Tu n'es plus ma fille. Monique. J'ai cru que j'allais vomir. J'ai dû m'agripper au bureau pour ne pas tomber. Raymond avait écrit cette lettre. Raymond avait signé de mon nom. Raymond avait envoyé ses horreurs à ma fille. Il y en avait d'autres. Des dizaines d'autres. Toutes consignées de mon nom. Toutes remplies de cruauté, de mépris, de rejet. Ton mari est un moins que rien, et toi aussi. Vous méritez la misère qui vous attend. Je regrette de t'avoir mise au monde. Tu es la plus grande déception de ma vie. Ne viens jamais à Noël. Tu n'es plus la bienvenue chez nous. Et d'ailleurs, il n'y a pas de nous. Il n'y a que moi et ton père. Toi, tu n'existes plus. Tes enfants ne sont pas mes petits-enfants. Ils ne le seront jamais. Chaque lettre était pire que la précédente. Chaque mot était une arme, une blessure, un poison. Ma fille m'avait reçu ces lettres. Ma fille m'avait cru que je les avais écrites. Pendant 5 ans,
Nathalie avait pensé que sa propre mère la détestait, qu'elle regrettait de l'avoir mise au monde, qu'elle ne voulait pas connaître ses enfants. Et tout ça à cause de Raymond. Je me suis effondrée sur le sol du bureau. J'ai hurlé. Un cri animal, un cri de douleur pure qui montait du plus profond de mes entrailles. Un cri que personne n'a entendu parce que j'étais seule dans cette maison vide, entourée des preuves de la trahison de l'homme que j'avais aimé pendant 48 ans. Raymond. Mon Raymond. Le père de ma fille. L'homme qui me consolait quand je pleurais pour Nathalie, alors que c'était lui qui l'avait chassée. Il me prenait dans ses bras et me disait « Ne pleure pas pour elle. Elle ne le mérite pas. » Et pendant ce temps, il savait. Il savait ce qu'il avait fait. Il savait pourquoi ma fille ne me parlait plus. Il m'a menti pendant 5 ans. Chaque jour, chaque nuit, chaque instant. Je suis restée sur ce sol pendant des heures, je crois. Je ne sais plus. Le temps s'était arrêté. Je pleurais, je hurlais, je relisais les lettres, je pleurais encore. La nuit est tombée. La maison était plongée dans l'obscurité. Je n'avais même pas la force d'allumer la lumière. Pourquoi ? C'était la seule question qui tournait dans ma tête. Pourquoi avait-il fait ça ? Pourquoi avait-il détruit ma relation avec ma fille ? Pourquoi avait-il volé 5 ans de ma vie, 5 ans de la vie de Nathalie, 5 ans de la vie de mes petits-enfants ? Et la réponse est venue. Lentement, douloureusement. Il la punissait. Raymond punissait Nathalie parce qu'elle l'avait défié, parce qu'elle avait épousé Marc contre sa volonté, parce qu'elle avait osé vivre sa vie comme elle l'entendait, sans demander la permission de son père. Raymond ne supportait pas qu'on lui résiste. Il ne supportait pas de perdre le contrôle. Il avait besoin que tout le monde obéisse, que tout le monde suive ses règles. Et quand Nathalie avait refusé, quand elle avait choisi l'amour plutôt que la soumission, il avait décidé de la détruire. Pas en lui criant dessus, pas en la confrontant directement. Non, c'était trop simple, trop honnête. Il l'avait détruite en me volant à elle, en lui faisant croire que sa propre mère la rejetait. C'était la pire des cruautés, une cruauté calculée, méthodique, monstrueuse, une cruauté qui avait duré 5 ans. Et moi, pendant tout ce temps, j'avais vécu à côté de ce monstre sans rien voir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise par terre dans le bureau de Raymond, entourée de lettres, à relire chaque mot que ma fille m'avait écrit, chaque « je t'aime » qu'elle m'avait envoyé, chaque « tu me manques » auquel je n'avais jamais répondu, et chaque horreur que Raymond avait écrite en mon nom. Au petit matin, quand la lumière grise de l'aube a commencé à filtrer à travers les rideaux, j'ai pris une décision. J'allais appeler Nathalie. J'allais lui dire la vérité. J'allais lui demander pardon, même si ce n'était pas ma faute. J'allais me battre pour la récupérer. Mes doigts tremblaient en composant son numéro. Un numéro que je n'avais pas appelé depuis 5 ans. Un numéro que je n'avais même pas essayé parce que Raymond m'avait convaincu que c'était inutile, qu'elle ne répondrait pas, qu'elle ne voulait plus de moi. Une sonnerie. 2, 3, 4. J'allais raccrocher quand une voix a répondu. Une voix endormie, méfiante, sur la défensive. « Allô ?» Mon cœur s'est arrêté. C'était elle. C'était ma fille. Après 5 ans de silence, j'entendais sa voix. « Nathalie, c'est maman. » Silence. Un silence long, pesant, chargé de 5 années de douleur et de malentendus. Puis, d'une voix froide, « Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix était dure, hostile, exactement comme lors de notre dernière conversation téléphonique, il y a 5 ans. Et je comprenais maintenant pourquoi. Elle pensait parler à la femme qui lui avait écrit ces lettres monstrueuses. Elle pensait parler à quelqu'un qui la détestait. « Nathalie, je dois te parler.
C'est important. C'est à propos de ton père. Je sais qu'il est mort. J'ai reçu ton message. Je sais que tu ne voulais pas venir à l'enterrement. Et je comprends. Tu comprends? Elle a ri. Ce même rire amer et douloureux que j'avais entendu 5 ans plus tôt. Tu comprends quoi, maman? Que tu m'as dit de ne jamais revenir? Que tu as traité mes enfants de fruits de mon erreur? Que tu as écrit que tu regrettais de m'avoir mise au monde? Tu comprends vraiment tout ça? Nathalie, écoute-moi, s'il te plaît. Juste 1 minute. Pourquoi? Pour que tu me dises encore des horreurs? Pour que tu me fasses encore du mal? Non, pour te dire la vérité. Il y a eu un silence. Je l'entendais respirer à l'autre bout du fil. Sa respiration était rapide, saccadée, comme si elle luttait pour garder son calme. Nathalie, je n'ai jamais écrit ces lettres. Silence encore. Plus long cette fois. Quoi? Les lettres horribles que tu as reçues. Les lettres signées de mon nom. Ce n'est pas moi qui les ai écrites, c'est ton père. J'ai entendu un bruit étrange, comme un hoquet ou un sanglot étouffé. Qu'est-ce que tu racontes? Ton père est mort il y a 3 semaines. En triant ses affaires, j'ai trouvé une boîte dans son bureau. Dans cette boîte, il y avait toutes les lettres que tu m'as envoyées pendant 5 ans. 53 lettres, Nathalie, avec les photos, les cartes de Noël, les dessins de Lucas. Il les avait interceptés. Il les avait cachés. Je n'en ai jamais reçu une seule. Pas une seule. Non. Sa voix se brisait. Non, ce n'est pas possible. Et il y avait des copies des réponses qu'il t'avait envoyées. Des lettres signées de mon nom. Des lettres tapées sur son ordinateur. Imprimées. Envoyées à ton adresse. Mais ce n'était pas moi. Nathalie, je te le jure sur ma vie. Je te le jure sur tout ce que j'ai de plus sacré. Je n'ai jamais écrit ces mots. Je n'ai jamais pensé ces mots. Jamais. Elle pleurait maintenant. Je l'entendais sangloter à l'autre bout du fil. Des sanglots déchirants, incontrôlables. Maman, je t'ai cherché, ma chérie. Quand tu as arrêté de m'appeler, j'ai essayé de te joindre. Mais tu ne répondais plus. Et ton père me disait que tu ne voulais plus de nous. Il me disait que tu nous avais abandonnés. Et moi, stupide que je suis, je l'ai cru. Je l'ai cru parce que je lui faisais confiance. Parce que je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse faire une chose pareille. Elle pleurait tellement qu'elle avait du mal à parler. Maman, pendant tout ce temps, j'ai cru que tu me détestais. Je sais, ma chérie, moi aussi, j'ai cru que tu me détestais. Pendant 5 ans, je me suis endormie chaque soir en me demandant ce que j'avais fait de mal. Ce que j'avais dit. Pourquoi ma fille ne voulait plus de moi? Et la réponse, c'était lui. Tout était lui. Il nous a menti à toutes les deux. Il nous a séparés. Il nous a volé 5 ans. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? J'ai fermé les yeux. Des larmes coulaient sur mes joues. Parce que tu as épousé Marc. Parce que tu n'as pas obéi. Tu l'as défié, Nathalie. Tu as choisi de vivre ta vie comme tu l'entendais. Et ton père ne supportait pas ça. Il ne supportait pas de perdre le contrôle. Alors il t'a puni. Il nous a punis toutes les deux. Un silence long, douloureux. Puis Nathalie a dit, d'une voix brisée mais déterminée, « Je viens te voir. »« Quoi ?» ?»« Je prends la voiture. Je viens à Rouen, aujourd'hui, maintenant. » « Nathalie, tu n'es pas obligée. »« Si, maman. J'aurais dû venir il y a 5 ans. J'aurais dû me battre. J'aurais dû comprendre que ces lettres ne pouvaient pas venir de toi. Mais j'étais tellement blessée, tellement perdue. J'ai cru ce qu'il m'a écrit. J'ai cru que tu ne m'aimais plus. Et je me suis éloignée. Et maintenant, je réalise que j'ai perdu 5 ans. 5 ans avec ma mère.
5 ans que mes enfants auraient pu avoir une grand-mère. Sa voix tremblait, mais il y avait une force nouvelle dedans. « Je viens, maman. Je viens avec Marc et les enfants. » On arrive ce soir. J'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient librement maintenant. Je vous attends, ma chérie. Je vous attends. J'ai passé la journée à préparer la maison. Comme une automate, j'ai fait le ménage. J'ai passé l'aspirateur. J'ai épousseté les meubles. J'ai nettoyé la cuisine de fond en comble. J'ai changé les draps dans la chambre d'amis, celle que nous utilisions si rarement. J'ai mis des serviettes propres dans la salle de bain. J'ai ouvert les fenêtres pour aérer, malgré le froid de novembre. Et puis, je suis allée faire des courses. J'ai acheté des provisions pour plusieurs jours. Du lait, du beurre, des œufs, des fruits. J'ai acheté des gâteaux pour les enfants, des bonbons, du chocolat. J'ai acheté une bouteille de bon vin pour Marc, celui que Nathalie m'avait dit qu'il aimait, il y a longtemps, avant que tout ne bascule. Et j'ai préparé un gâteau au chocolat. Le gâteau préféré de Nathalie quand elle était petite. Celui que je lui faisais pour son anniversaire, chaque année, avec 3 couches de génoise et un glaçage brillant. Je n'en avais pas fait depuis des années. Mes mains se souvenaient en des gestes, même si mon cœur saignait. Et j'ai attendu. À 19h, une voiture s'est garée devant la maison. J'ai reconnu le bruit du moteur qui s'arrête, les portières qui claquent. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Je me suis levée. Je suis allée à la fenêtre. Et je l'ai vue. Nathalie, elle avait changé. Ses cheveux étaient plus courts qu'avant, coupés au carré, juste au-dessus des épaules. Elle avait quelques rides autour des yeux, quelques fils gris dans ses cheveux bruns. Elle avait 45 ans maintenant. Ce n'était plus la jeune femme de 30 ans que j'avais vue pour la dernière fois. C'était une femme mûre, une mère de famille. Mais c'était elle, ma fille, ma Nathalie. Elle m'a regardée à travers la vitre. J'étais debout sur le seuil de la porte, paralysée, incapable de bouger. Puis elle a couru vers moi. Elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a serré si fort que j'en avais mal. Mais c'était une douleur douce, une douleur de retrouvailles, une douleur qui guérit au lieu de blesser. Maman, ma chérie, nous sommes restés là, enlacés sur le seuil de cette maison où elle avait grandi. Nous pleurions toutes les deux, des larmes chaudes qui coulaient sur nos joues et se mélangeaient. 5 ans de séparation, 5 ans de malentendus, 5 ans de douleur. Tout cela se déversait en un instant. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi. 1 minute? 5 minutes? Une éternité? Le temps n'avait plus d'importance. Derrière elle, Marc est sorti de la voiture. Il avait vieilli lui aussi, mais il avait toujours ce regard doux, cette gentillesse dans les yeux. Il tenait par la main un petit garçon de 8 ans. Lucas, mon petit-fils que je n'avais jamais vu en vrai, seulement en photo, et dans ses bras, une petite fille de 3 ans, Emma, celle dont j'avais découvert l'existence la veille, en trouvant sa photo dans la boîte de Raymond. « Les enfants !» a dit Nathalie en s'essuyant les yeux. « Je vous présente votre grand-mère. Mamie Monique. » Lucas m'a regardé avec de grands yeux verts. Mes yeux, ceux de sa mère, ceux de sa grand-mère. « C'est toi, mamie ?» a-t-il demandé d'une petite voix. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Ma gorge était trop serrée. Ma maman m'a dit que tu étais malade pendant longtemps. C'est pour ça qu'on pouvait pas te voir. J'ai regardé Nathalie. Elle m'a fait un petit signe de tête. Elle leur avait raconté un mensonge doux, un mensonge pour protéger leur innocence, pour ne pas leur expliquer la cruauté de leur grand-père. « Oui, mon cœur », ai-je dit d'une voix étranglée. J'étais malade.
Mais maintenant, je vais mieux. Lucas a souri. Un sourire lumineux, innocent, qui m'a brisé le cœur et l'a réparé en même temps. Je suis content que tu ailles mieux, mamie. Et il s'est approché de moi. Il a pris ma main dans la sienne. Une petite main chaude, douce, confiante. J'ai craqué. Je me suis effondrée en larmes, là, devant la maison, en tenant la main de ce petit garçon que je rencontrais pour la première fois. Marc s'est approché. Il m'a mis Emma dans les bras. La petite fille m'a regardée, avec ses grands yeux curieux, pas du tout effrayés. « Bonjour, Monique », a dit Marc doucement. « Je suis heureux de vous revoir. » Emma a posé sa petite main sur ma joue, là où coulaient mes larmes. « Pourquoi tu pleures, madame ?» J'ai ri à travers mes larmes. Parce que je suis heureuse, ma puce. Parce que je suis très, très heureuse. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble, tous les 5 autour de la table de la cuisine. J'ai servi le gâteau au chocolat, et Lucas en a mangé 2 parts. Emma a mis du chocolat partout, sur ses joues, sur ses mains, sur sa robe. Marc a ouvert la bouteille de vin, et nous avons trinqué. Nathalie n'arrêtait pas de me regarder, comme si elle avait peur que je disparaisse si elle détournait les yeux. Après le dîner, Marc a emmené les enfants se coucher dans la chambre d'amis. Nathalie et moi, nous sommes restés dans le salon. Je lui ai montré la boîte. Toutes les lettres qu'elle m'avait envoyées. Toutes les réponses monstrueuses que Raymond avait écrites. Elle a lu chaque mot que son père avait écrit en mon nom. Chaque insulte, chaque rejet, chaque cruauté. Son visage est devenu livide. Ses mains tremblaient. « Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça », a-t-elle murmuré quand elle a eu fini. « Je n'arrive pas à croire que papa... » Il n'était pas le père que tu croyais, ma chérie. Il n'était pas le mari que je croyais non plus. Elle a secoué la tête, les yeux pleins de larmes. Mais pourquoi? Juste parce que j'ai épousé Marc? Ton père était un homme qui avait besoin de contrôler tout. Sa carrière, sa maison, sa famille. Quand tu étais petite, tu obéissais. Tu faisais ce qu'il voulait. Mais quand tu as grandi, quand tu as commencé à faire tes propres choix, quand tu as décidé d'épouser Marc malgré ses objections, il n'a pas supporté. Non. Et Marc représentait tout ce qu'il détestait. Un artiste, un rêveur, quelqu'un qui ne correspondait pas à ses plans pour toi, quelqu'un qu'il ne pouvait pas contrôler. Nathalie a posé les lettres sur la table. Il m'a dit un jour, juste avant mon mariage avec Marc, il m'a appelé et il m'a dit « Si tu épouses cet homme, tu n'es plus ma fille. » Je croyais qu'il disait ça pour me faire peur, pour me faire reculer. Je ne pensais pas qu'il le pensait vraiment. Oh, il le pensait. Et quand tu as épousé Marc quand même, il a décidé de te punir. De la pire façon possible, en me volant ma mère. Oui. Il y a eu un long silence. Nathalie regardait les lettres éparpillées sur la table. Ces feuilles de papier qui avaient failli détruire notre relation pour toujours. Mais toi, maman, qu'est-ce que tu pensais à l'époque? Qu'est-ce que tu pensais de Marc? J'ai baissé les yeux. Je pensais que tu avais le droit de vivre ta vie. Je pensais que Marc était un homme bien, qu'il t'aimait sincèrement. Et je pensais que ton père finirait par accepter, avec le temps. Alors pourquoi tu n'es jamais venu me voir? Même avant les lettres, même avant que tout ne bascule. Pourquoi tu n'es pas venu quand Lucas te né? La honte m'a submergée. C'était la question que je redoutais. La question à laquelle je n'avais pas de bonne réponse, parce que Raymond me l'a interdit. Il m'a dit que si j'allais te voir, il me quitterait. Et moi j'avais peur. J'avais peur de me retrouver seule à mon âge. J'avais peur de perdre ma maison, ma sécurité, tout ce que je connaissais. Les larmes coulaient sur mes joues. J'aurais dû te choisir, Nathalie.
J'aurais dû choisir ma fille plutôt que mon confort. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai été lâche. Et quand tu as arrêté de m'appeler, j'ai cru que c'était trop tard. Que tu m'avais oublié. Nathalie a pris ma main. « Maman, tu n'as rien fait de mal. »« Si. J'aurais dû me battre pour toi. J'aurais dû défier Raymond. J'aurais dû venir te voir malgré ses menaces. Tu ne savais pas ce qu'il faisait. »« Non. Mais j'aurais dû le savoir. J'aurais dû voir. J'aurais dû comprendre. » Un silence lourd est tombé entre nous. Puis Nathalie a dit « Tu sais ce qui me fait le plus mal ? » ?»« Quoi ? » ?»« C'est qu'il est mort. Il est mort sans jamais s'excuser, sans jamais avouer. Si tu n'avais pas trouvé ces lettres, on ne saurait jamais la vérité. On serait restés séparés pour toujours. » J'ai hoché la tête. Et moi, je l'aurais pleuré comme un bon mari. Je l'aurais pleuré sans savoir qu'il était un monstre. Nathalie a serré ma main plus fort. « Il ne méritait pas tes larmes. Maman, il ne méritait pas ton amour. Il ne méritait rien. » Cette nuit-là, Nathalie a dormi dans son ancienne chambre, celle que Raymond avait transformée en bureau, mais que j'avais commencé à remettre en état. J'avais changé les meubles, remis son vieux lit d'adolescente, accroché quelques-unes de ses photos d'enfance sur les murs. Avant de se coucher, elle m'a embrassée sur le front. « Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma chérie. » Et pour la première fois depuis 5 ans, je me suis endormie avec le cœur léger. Les jours suivants ont été à la fois merveilleux et déchirants. Merveilleux parce que j'avais retrouvé ma fille, parce que je découvrais mes petits-enfants, parce que Lucas m'appelait mamie et qu'Emma grimpait sur mes genoux pour que je lui lise des histoires. Déchirant parce que chaque moment de bonheur était teinté de regrets. 5 ans perdus. 5 ans de première fois que j'avais manqué. Les premiers pas de Lucas, ses premiers mots, sa première rentrée scolaire, la naissance d'Emma, ses premiers sourires, ses premiers pas à elle. Tout cela m'avait été volé, par l'homme qui dormait à côté de moi chaque nuit, par l'homme qui me tenait la main en me disant « Je t'aime ». Un après-midi, alors que Marc avait emmené les enfants se promener dans le quartier, Nathalie et moi sommes restés seuls dans le salon. Elle regardait une photo sur la cheminée, une photo de Raymond et moi, prise il y a 10 ans, lors de nos 38 ans de mariage. Nous sourions tous les deux. Mon bras était passé autour de sa taille. Nous avions l'air d'un couple heureux, stable, uni. Un mensonge de plus. « Tu vas la garder ?» a demandé Nathalie. J'ai regardé la photo. Le sourire de Raymond, son bras autour de mes épaules, l'image d'une vie qui n'avait jamais vraiment existé. Non, je vais la ranger ou la jeter. Je ne sais pas encore. Nathalie a hoché la tête, puis elle s'est tournée vers moi. « Maman, il y a quelque chose que je dois te dire. » Son ton était grave, plus grave qu'il n'avait été depuis son arrivée. J'ai senti mon cœur se serrer. « Quoi ?» Elle a pris une grande inspiration. Ses mains tremblaient légèrement. Quand j'ai reçu la première lettre, celle où tu me disais de ne plus venir, où tu écrivais que tu regrettais de m'avoir mise au monde, sa voix s'est brisée. Elle a fermé les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. J'ai failli mourir, maman. Le monde s'est arrêté autour de moi. « Comment ça ?» Des larmes brillaient dans ses yeux quand elle les a rouverts. C'était en 2020, quelques mois après la naissance d'Emma. J'avais fait une dépression post-partum. C'était déjà difficile. Les nuits blanches, les pleurs du bébé, la fatigue, les hormones. Et puis j'ai reçu cette lettre de toi. Cette lettre où tu disais que tu regrettais ma naissance. Elle pleurait maintenant, les épaules secouées de sanglots. J'ai cru que ma propre mère ne m'aimait pas, que personne ne m'aimait, que j'étais un fardeau pour tout le monde, que mes enfants seraient mieux sans moi. Non, ai-je murmuré, horrifiée.
j'ai avalé une boîte entière de somnifères. Un soir, pendant que Marc donnait le bain à Lucas, j'ai pris les cachets et je me suis allongée sur notre lit. Je voulais que la douleur s'arrête. J'étais paralysée, incapable de bouger, incapable de parler. Ma fille avait voulu mourir, à cause des mots que Raymond avait écrits en mon nom. Marc m'a trouvée inconsciente sur le lit. Il a appelé les secours. Ils m'ont emmenée à l'hôpital. Ils m'ont fait un lavage d'estomac. Ils m'ont sauvée. Je l'ai prise dans mes bras. Je l'ai serrée contre moi comme si ma vie en dépendait. Comme si je pouvais effacer le passé en la tenant assez fort. « Je suis désolée, » sanglotai-je. « Je suis tellement désolée, ma chérie. Ce n'est pas ta faute, maman. Ce n'est pas ta faute. Si j'avais su, si j'avais deviné, si j'avais été plus forte, plus courageuse, tu ne pouvais pas savoir. Tu croyais que c'était moi qui te rejetais. Tu souffrais autant que moi. On souffrait toutes les deux, chacune de notre côté à cause de lui. » Elle s'est écartée légèrement pour me regarder dans les yeux. « J'ai passé 2 semaines à l'hôpital psychiatrique, » a-t-elle continué. « Et ensuite, des mois de thérapie. Marc a été extraordinaire. Il m'a portée, littéralement, pendant toute cette période. Il s'occupait des enfants, de la maison, de tout. Il me tenait la main pendant mes séances de thérapie. Il me répétait chaque jour que j'étais aimée, que j'avais de la valeur, que les enfants avaient besoin de moi. Sa voix s'est adoucie. Sans lui, je ne serais plus là, maman. Il m'a sauvé la vie. J'ai pensé à Marc, ce garçon que Raymond avait traité de raté, de moins que rien. Ce peintre dont mon mari disait qu'il ne serait jamais capable de s'occuper d'une famille. Il avait sauvé ma fille. Il avait être là quand moi, je n'y étais pas. Ce soir-là, quand Marc est revenu avec les enfants, je l'ai pris dans mes bras. Il a été surpris, un peu gêné. « Merci », lui ai-je dit à l'oreille. « Merci d'avoir pris soin d'elle. Merci de l'avoir sauvée. » Il m'a regardé avec ses yeux doux, ses yeux de peintre. « C'est ma femme, Monique. C'est la mère de mes enfants. Je ferai n'importe quoi pour elle. Je sais. Et c'est pour ça que tu es un homme bien, le meilleur homme qu'elle pouvait trouver. » Il a souri, touché. « Merci, Monique. Ça compte beaucoup pour moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à tout ce que Raymond avait détruit. Non seulement ma relation avec ma fille, mais presque la vie de ma fille elle-même. Il avait failli la tuer. Avec des mots. Avec ma signature au bas de lettres monstrueuses. Et il était mort paisiblement, dans son sommeil, sans jamais payer pour ce qu'il avait fait, sans jamais avouer, sans jamais s'excuser. La rage m'a submergée. Une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant. Une rage qui brûlait dans ma poitrine, qui me donnait envie de hurler, de frapper, de détruire. J'aurais voulu le déterrer. J'aurais voulu lui cracher au visage. J'aurais voulu lui hurler. « Comment as-tu pu? Comment as-tu pu faire ça à notre fille? Comment as-tu pu me faire ça à moi ?» Mais il était mort. Il était hors d'atteinte. Et moi, je devais vivre avec les conséquences de ses actes. Moi et Nathalie, et Marc, et Lucas, et Emma. Nous tous, nous devions porter le poids de sa cruauté. Au petit matin, quand la lumière grise a commencé à filtrer à travers les rideaux, j'ai pris une décision. Je ne laisserai pas Raymond gagner, même mort. Il avait voulu nous séparer, Nathalie et moi. Il avait presque réussi. Mais maintenant, nous étions réunis. Et nous resterions réunis pour le reste de nos vies. Je me battrai pour ça. Je ferai tout ce qu'il fallait pour réparer ce qu'il avait brisé. Je me demande ce que vous auriez fait à ma place, si vous aviez découvert que votre mari, l'homme que vous aimiez depuis presque 50 ans, vous avait menti de façon aussi monstrueuse.
Si vous aviez appris que votre fille avait failli mourir à cause de lui, qu'auriez-vous fait? Nathalie et sa famille sont restés 1 semaine à Rouen. 1 semaine de retrouvailles, de larmes, de rires, de souvenirs partagés. J'ai appris à connaître Lucas et Emma. J'ai découvert que Lucas adorait les dinosaures, qu'il pouvait vous réciter le nom de dizaines d'espèces, avec leurs caractéristiques, que Emma refusait de dormir sans son doudou lapin, un lapin en peluche tout usé, qu'elle traînait partout. Que Marc peignait toujours, et qu'il avait même exposé dans plusieurs galeries parisiennes. Il vend plutôt bien maintenant, m'a dit Nathalie un soir avec un sourire malicieux. Ces tableaux partent à plusieurs milliers d'euros. Papa se serait étouffé. Ton père se trompait sur beaucoup de choses. Oui, sur beaucoup trop de choses. Le dernier jour, nous étions tous assis dans le jardin. Il faisait froid, mais le soleil brillait. Les enfants jouaient sur la pelouse, emmitouflés dans leurs manteaux. Marc dessinait dans un carnet, comme il le faisait toujours. Nathalie était assise à côté de moi sur le banc, sa main dans la mienne. « Maman !» a-t-elle dit. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu ne peux pas rester seule dans cette grande maison. » J'ai regardé la maison. Cette maison où j'avais vécu pendant 35 ans. Cette maison pleine de souvenirs de Raymond. Ses outils dans le garage, son fauteuil dans le salon, sa tasse sur l'étagère. Je vais la vendre, ai-je dit. Nathalie m'a regardée, surprise. Vraiment? Oui. Cette maison, c'est le passé. C'est Raymond. C'est tout ce mensonge que j'ai vécu pendant 48 ans. Je ne veux plus y vivre. Je ne veux plus me réveiller chaque matin dans la chambre où il est mort. Je ne veux plus passer devant son bureau, celui où il cachait tes lettres. Mais où iras-tu? J'ai souri. Un vrai sourire, le premier depuis longtemps. J'ai pensé à quelque chose. Mais je ne sais pas si tu seras d'accord. Dis-moi. J'ai trouvé un appartement, à Paris, à 10 minutes de chez vous. Les yeux de Nathalie se sont remplis de larmes. Maman, je veux être près de mes petits-enfants. Je veux rattraper le temps perdu. Je veux être là pour chaque anniversaire, chaque Noël, chaque moment important. Je veux les emmener au parc, leur préparer des gâteaux, leur lire des histoires le soir. Je veux tout ce qu'on m'a volé pendant 5 ans. J'ai marqué une pause. Si tu veux de moi, bien sûr. Je ne veux pas m'imposer. Si tu préfères que je reste à Rouen, si tu as besoin de distance. Elle m'a coupée en me prenant dans ses bras. Si je veux de toi. Mais maman, c'est ce dont je rêve depuis 5 ans. Depuis 10 ans. Depuis toujours. Je voulais que ma mère soit là. Je voulais que mes enfants y aient une grand-mère. Et maintenant? Maintenant, c'est possible. Marc s'est approché. Il a posé sa main sur mon épaule. Bienvenue dans la famille, Monique. Enfin, officiellement. Lucas a couru vers nous. Mamie, tu viens habiter près de chez nous? C'est vrai? Oui, mon cœur. C'est vrai. Il a sauté de joie, les bras en l'air. Trop cool! Tu pourras venir me chercher à l'école des fois? Et on pourra aller au musée des dinosaures ensemble? Et tu feras encore du gâteau au chocolat? Tout ce que tu veux, mon cœur. Tout ce que tu veux. Emma, qui ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, a sauté aussi parce que son frère sautait. Et nous avons tous ri, debout dans ce jardin que Raymond avait tant aimé. Et j'ai su, à cet instant, que je faisais le bon choix. 3 mois plus tard, j'ai emménagé à Paris. La maison de Rouen s'est vendue rapidement. Un jeune couple avec 2 enfants. Ils étaient charmants, pleins de projets, d'enthousiasme. Ils voulaient refaire la cuisine, transformer le jardin, créer un potager. Nous avions du potentiel, m'a dit la jeune femme avec des étoiles dans les yeux. J'espère que vous y serez heureux.
leur ai-je dit en signant les papiers chez le notaire. Plus heureux que je ne l'ai été. Mon nouvel appartement est petit mais lumineux. 2 pièces au 3e étage d'un immeuble haussmannien, avec de grandes fenêtres qui donnent sur un petit parc. Une cuisine ouverte sur le salon, une chambre avec juste assez de place pour un grand lit et une commode, une salle de bain minuscule. C'est tout ce dont j'ai besoin. Le jour de mon emménagement, Nathalie et Marc sont venus m'aider. Les enfants couraient partout, touchaient à tout, posaient 1000 questions. « C'est ta chambre, mamie? »« Oui, Lucas. »« Et là, c'est où on va dormir quand on vient chez toi? » J'ai souri. Le canapé se transforme en lit. Ce sera votre coin à vous quand vous viendrez dormir. Il a hoché la tête, satisfait de cette réponse. Emma s'est approchée avec son doudou lapin. « Mamie, tu restes maintenant? Tu pars plus? » J'ai pris ma petite fille dans mes bras. Elle sentait le shampoing pour enfants et les biscuits. « Non, ma puce. Je ne pars plus. Je reste. Pour toujours. » Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, après que les cartons soient à moitié défaits et que l'appartement ressemble encore à un champ de bataille, je me suis assise sur mon nouveau canapé. J'ai regardé autour de moi, les murs blancs qui attendaient des photos, les étagères vides qui attendaient des livres, le silence paisible de mon nouveau chez-moi. Et j'ai sorti la seule chose que j'avais gardée de Raymond. Pas une photo, pas un souvenir heureux, pas sa tasse, meilleur papa du monde. La boîte, avec toutes les lettres de Nathalie et toutes les réponses monstrueuses qu'il avait écrites. J'ai regardé cette boîte pendant longtemps. Elle représentait 5 ans de douleur, 5 ans de mensonges, 5 ans de cruauté. Puis je me suis levée. J'ai pris mon manteau. J'ai pris la boîte. Et je suis sortie. Il y avait une petite place à 2 rues de chez moi. Un banc en fer forgé, un vieux marronnier, une poubelle municipale. Je me suis assise sur le banc. Il faisait froid, mais je m'en fichais. J'ai ouvert la boîte. J'ai pris les lettres de Raymond une par une. Ces fausses lettres signées de mon nom. Ces mots de haine qu'il avait écrits pour détruire ma fille. Et une par une, je les ai déchirées, en petits morceaux, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste que des confettis de papier. Je les ai jetés dans la poubelle. Puis j'ai gardé les lettres de Nathalie. Ces vraies lettres, ces mots d'amour, ces appels à l'aide, ces photos de mes petits-enfants. Ces lettres que je n'avais jamais reçues, mais qui m'étaient destinées. Je les ai serrées contre mon cœur et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de libération, de soulagement, de joie presque. Raymond était mort, et maintenant son emprise sur moi aussi. Ses mensonges étaient en morceaux dans une poubelle parisienne. Et moi, j'étais libre. Libre de recommencer, libre d'aimer, libre de vivre. 6 mois après mon installation à Paris, j'ai reçu un appel d'un notaire de Rouen. « Madame Dessart, je suis maître Fournier. Je m'occupe de la succession de votre défunt mari. Je dois vous informer que nous avons découvert un coffre-fort à son nom. » Mon cœur s'est serré. Un coffre-fort? Oui, dans une banque de Rouen. Il l'avait ouvert en 1998. Le contenu vous revient en tant que seule héritière. Je ne savais pas qu'il avait un coffre-fort. Apparemment, il ne l'avait dit à personne. La banque nous a contactés dans le cadre de la procédure de succession. Pouvez-vous venir à Rouen pour en prendre possession? 2 semaines plus tard, je me suis rendue à la banque. On m'a conduite dans une salle sécurisée, une petite pièce sans fenêtre, avec une table en métal et 2 chaises. Un employé en costume gris m'a remis une petite boîte métallique. « Voici le contenu du coffre, madame. Vous pouvez l'ouvrir ici ou l'emporter chez vous. » J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait des papiers, des relevés de compte d'une banque suisse,
un compte dont je ne connaissais pas l'existence, avec plus de 200 000 € dessus. J'ai regardé les documents abasourdi. Raymond avait économisé cet argent pendant des années, en secret, sans jamais m'en parler. Mais il y avait autre chose dans la boîte, une lettre, écrite à la main, l'écriture de Raymond, que je reconnaîtrais entre mille. Monique, si tu lis ceci, c'est que je suis mort. Je sais que tu vas découvrir ce que j'ai fait à Nathalie. Tu vas trouver les lettres, tu vas comprendre. Et tu vas me haïr. Tu as raison de me haïr. Je ne te demande pas de pardonner. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je le sais. Mais je veux que tu saches pourquoi. Nathalie m'a trahi. Elle a choisi cet homme plutôt que nous. Elle m'a défié. Elle m'a désobéi. Elle m'a humilié devant toute la famille, en épousant ce peintre minable alors que je lui avais interdit. Je ne pouvais pas accepter ça. Alors je l'ai punie. Et en la punissant, je t'ai puni aussi. Je sais que c'est cruel. Je sais que c'est monstrueux. Mais c'était plus fort que moi. L'argent dans ce coffre, c'était pour Nathalie. C'était censé être son héritage. L'argent que je lui aurais donné pour son mariage, pour sa maison, pour ses enfants. Mais puisqu'elle m'a rejeté, puisqu'elle a choisi de me désobéir, je ne lui ai jamais donné. Fais-en ce que tu veux. Garde-le pour toi. Donne-le à qui tu veux. Je m'en fiche maintenant. Je t'ai aimé, Monique, à ma manière. Mais je réalise maintenant que ma manière n'était pas la bonne. Mon amour a toujours été conditionnel. Et je sais que ce n'est pas vraiment de l'amour. Pardonne-moi. Ou ne pardonne pas. C'est toi qui décides maintenant. Raymond. J'ai lu cette lettre 3 fois. Il n'y avait pas de remords dedans. Pas de vraies excuses. Juste des explications froides. Des justifications égoïstes. Il avait écrit comme s'il avait eu raison de faire ce qu'il avait fait. Comme si Nathalie avait mérité d'être punie. J'ai plié la lettre. Je l'ai rangée dans mon sac. Et je suis rentrée à Paris. Ce soir-là, j'ai appelé Nathalie. « Maman, tout va bien? » « Oui, ma chérie. Je dois te parler de quelque chose. Tu peux venir chez moi demain? » Elle est venue avec les enfants. Marc travaillait. Il avait une commande urgente à terminer. Pendant que Lucas et Emma jouaient dans le salon avec les jouets que je gardais maintenant chez moi exprès pour eux, j'ai montré les documents à Nathalie. Le compte bancaire suisse. La lettre de Raymond. Elle a lu la lettre en silence. Son visage est resté impassible, mais je voyais ses mâchoires se serrer. Quand elle a levé les yeux, son regard était dur. Il a osé écrire ça. Il a osé justifier ce qu'il m'a fait. Je sais, il dit qu'il m'a punie. Comme si j'étais une enfant désobéissante. Comme si aimer Marc était un crime. Je sais, ma chérie. Elle a posé la lettre sur la table, comme si elle ne supportait plus de la tenir. Et cet argent, ces 200 000 €, c'était ton héritage, Nathalie. Ton père l'avait prévu pour toi, avant que tu n'épouses Marc, avant qu'il ne décide de te punir. Elle a secoué la tête. Je n'en veux pas. Nathalie? Non, maman. Cet argent est empoisonné. C'est l'argent de sa culpabilité. C'est sa façon de se racheter depuis la tombe, de dire « Regardez, j'avais prévu quelque chose pour elle. Je ne suis pas complètement un monstre. » Elle m'a regardé droit dans les yeux. Eh bien, je refuse. Je refuse son argent comme j'ai refusé ses ordres, il y a 15 ans. Il ne m'achètera pas, ni vivant, ni mort. J'ai compris. J'aurais probablement réagi de la même façon à sa place. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Elle a réfléchi un moment, puis son visage s'est éclairé. On le donne à une association. Une association qui aide les femmes victimes de violences psychologiques. Les femmes manipulées par leur mari, isolées de leur famille,
détruites par des hommes qui prétendent les aimer. J'ai senti les larmes monter, pour que d'autres femmes ne vivent pas ce que nous avons vécu. Exactement. J'ai pris sa main. C'est une belle idée, ma chérie. C'est la meilleure façon d'utiliser cet argent. Et c'est ce que nous avons fait. 200 000 €. Donnés à une association qui aide les victimes de manipulation familiale. L'argent de Raymond, utilisé pour réparer le mal qu'il avait semé, pour aider des femmes qu'il n'aurait jamais aidées de son vivant, pour faire le bien qu'il n'avait jamais fait. Une forme de justice, la seule qui était encore possible. Cela fait maintenant 2 ans que je vis à Paris. 2 ans de bonheur tranquille. 2 ans de moments simples et précieux, avec ma fille et mes petits-enfants. Chaque mercredi, je garde Lucas et Emma pendant que Nathalie travaille. Nous allons au parc, si le temps le permet, ou au musée quand il pleut. Lucas me traîne devant les squelettes de dinosaures, au Muséum d'histoire naturelle, m'expliquant la différence entre un diplodocus et un brachiosaurus. Emma préfère le jardin des plantes, où elle peut courir après les pigeons et regarder les canards. Nous faisons des gâteaux ensemble. Lucas mesure les ingrédients avec une précision scientifique. Emma met de la farine partout. Je nettoie derrière eux en riant. Je leur lis des histoires le soir quand ils dorment chez moi. Les aventures de Tintin pour Lucas, les contes de fées pour Emma. Parfois, je m'endors avant eux. Chaque dimanche, nous déjeunons ensemble. Nathalie, Marc, les enfants et moi. Dans leur appartement ou dans le mien. Une vraie famille. La famille que Raymond n'a jamais voulu que nous soyons. Je ne pense plus beaucoup à lui. Parfois, la nuit, quand je n'arrive pas à dormir, je repense à tout ce qui s'est passé. Aux 5 années perdues. À la tentative de suicide de Nathalie. À tout ce gâchis qu'un seul homme a créé par orgueil et par cruauté. Mais je ne pleure plus, parce que j'ai compris quelque chose d'important. La vie nous vole parfois des années entières. Elle nous arrache des moments qu'on ne retrouvera jamais. Mais elle nous offre aussi des secondes chances, des possibilités de recommencer. Des fenêtres de lumière après des années d'obscurité. Ma seconde chance, c'est maintenant. Et je compte bien en profiter jusqu'à mon dernier souffle. Le Noël dernier, nous étions tous réunis dans l'appartement de Nathalie. L'arbre était décoré, les guirlandes clignotaient, l'odeur du sapin se mêlait à celle de la dinde qui rôtissait au four. Les enfants ouvraient leurs cadeaux avec des cris de joie. Marc servait le champagne. Nathalie chantait des chansons de Noël avec une voix fausse qui faisait rire tout le monde. Elle s'est tournée vers moi un moment, les yeux brillants. « Maman, tu te rends compte? C'est notre premier vrai Noël ensemble depuis 6 ans. Je me rends compte, ma chérie. J'avais oublié à quel point c'était beau. Noël en famille. Moi aussi. » J'ai serré sa main. Mais maintenant, on ne l'oubliera plus. Plus jamais. Lucas a couru vers nous, un livre sur les dinosaures dans les mains. « Mamie! Regarde ce que le Père Noël m'a apporté. C'est un livre sur les dinosaures à plumes. Tu savais que certains dinosaures avaient des plumes comme les oiseaux? Non, je ne savais pas, mon cœur. Tu me raconteras tout ça? Oui, ce soir. Je vais te lire tout le livre. » Il est reparti en courant montrer son livre à sa sœur. Emma a regardé les images en disant que les dinosaures faisaient peur. Et Lucas a levé les yeux au ciel avec l'exaspération d'un grand frère de 10 ans. Nathalie m'a regardée avec des larmes dans les yeux. « Merci, maman. Merci pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné. Pour avoir trouvé ces lettres. Pour avoir compris la vérité. Pour avoir eu le courage de m'appeler ce matin-là. J'ai pris ma fille dans mes bras. Je t'aurais cherché toute ma vie, Nathalie. Tu es ma fille. Tu seras toujours ma fille. Rien ni personne ne pourra jamais changer ça. Je m'appelle Monique Dessart.
J'ai 74 ans aujourd'hui. J'ai été mariée pendant 48 ans à un homme qui m'a menti, qui m'a manipulée, qui m'a volé ma fille. Un homme qui a failli détruire ma famille avec sa cruauté et son orgueil. Mais Raymond est mort. Et moi, je vis. Je vis entourée de ceux qui m'aiment vraiment. Ma fille, mon gendre, mes petits-enfants. Des gens qui m'acceptent comme je suis, avec mes défauts et mes faiblesses. Des gens qui ne me demandent pas d'obéir, de me soumettre, de renoncer à moi-même. Je ne regrette pas les années passées avec Raymond. Elles m'ont donné Nathalie. Et Nathalie m'a donné Lucas et Emma. Même les pires moments de ma vie ont abouti à quelque chose de beau. Mais je ne pleure plus cet homme. Je ne pose plus de fleurs sur sa tombe. Je ne prononce plus son nom sauf pour raconter cette histoire. Pour témoigner. Pour avertir. Il a voulu nous détruire, ma fille et moi. Il a presque réussi. Mais au final, c'est nous qui avons gagné. Parce que l'amour d'une mère pour sa fille ne meurt jamais. Il peut être enterré sous des mensonges, caché derrière des fausses lettres, étouffé par des années de silence. Mais il ne meurt jamais. Il attend. Il survit. Et un jour, il ressurgit plus fort que jamais. La vérité aussi finit toujours par éclater. Même quand celui qui ment est mort, même quand les preuves sont cachées au fond d'un tiroir fermé à clé, la vérité trouve son chemin vers la lumière. Et la justice n'est pas toujours immédiate. Elle ne prend pas toujours la forme qu'on imagine. Raymond n'a jamais été puni de son vivant. Il est mort paisiblement, dans son sommeil, persuadé d'avoir eu raison. Mais sa justice à lui, c'est l'oubli. C'est le fait que sa propre fille ne pleure pas sa mort. C'est le fait que ses petits-enfants ne sauront jamais qui il était vraiment. C'est le fait que son nom n'est prononcé que pour raconter sa cruauté, pas pour célébrer sa mémoire. Et ma justice à moi, c'est le bonheur. C'est chaque rire de mes petits-enfants. C'est chaque dimanche en famille. C'est chaque « je t'aime » que ma fille me dit. Si mon histoire peut aider, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à remettre en question ce qu'on lui dit, à chercher la vérité, au lieu de croire les mensonges, alors ces 5 années de souffrance auront eu un sens. Parce que parfois, l'ennemi n'est pas là où on le croit. Parfois, l'ennemi dort à côté de nous depuis des décennies. Parfois, celui qui nous dit « je t'aime » est celui qui nous détruit le plus. Et parfois, la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est de refuser d'accepter sa perte. C'est de continuer à chercher, même quand tout semble perdu. C'est de tendre la main, même après des années de silence. Ma fille ne m'avait pas abandonnée. Ma fille m'aimait. Elle m'a toujours aimée. Et moi, je l'aime plus que jamais. Plus que je ne l'ai jamais aimée. Parce que maintenant, je sais ce que c'est de la perdre. Et je sais ce que c'est de la retrouver. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez, avec votre mère, votre fille, votre sœur, votre amie. Parfois, une histoire change toute une journée. Parfois, une histoire sauve une vie. Et si vous êtes une mère séparée de votre enfant, si vous vivez ce que j'ai vécu, ne perdez jamais espoir. La vérité finit toujours par éclater. L'amour finit toujours par triompher. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt.